Chapitre 1. Juin-octobre 1940. Lindbergh ou la guerre. C'est la peur qui préside à ses mémoires, une peur perpétuelle. Certes, il n'y a pas d'enfance sans terreur, mais tout de même. Aurais-je été aussi craintif si nous n'avions pas eu Lindbergh pour président, ou si je n'étais pas né dans une famille juive. Lorsqu'en juin 1940 survint le premier choc avec la Convention républicaine de Philadelphie, qui se choisit pour candidat à la présidence le héros américain et aviateur mondialement connu Charles A. Lindbergh, mon père avait 39 ans. Agent d'assurance, il avait quitté l'école à la fin de la 4e et gagnait un peu moins de $50 par semaine, de quoi assurer le quotidien sans trop de superflu. Ma mère, n'ayant pu s'inscrire faute de moyens à l'école d'institutrice au sortir du lycée, avait fait du secrétariat quand elle vivait encore chez ses parents. Au plus noir de la crise, elle nous avait épargné le sentiment de la pauvreté, gérant la paye que notre père lui rapportait le vendredi soir avec la même efficacité qu'elle mettait dans la tenue du ménage. Elle avait 36 ans. Mon père Sandy, jeune prodige du dessin, avait 12 ans, et il était en 5e. Quant à moi, au cours élémentaire 2e année avec un trimestre d'avance, j'étais philatéliste en Èvre, inspiré comme des millions de gosses de mon âge par le plus éminent d'entre eux, le président Roosevelt. J'avais 7 ans. Nous occupions le premier étage d'un pavillon à 3 appartements, dans une mansarde, dans une rue bordée d'arbres, où chaque maison de bois avait son perron de briques rouges surmonté d'un toit terminé en auvent, et son jardin grand comme un mouchoir de poche délimité par des haies basses. Le quartier de Weehawken s'était construit sur des fermes à la frange sud-ouest encore embryonnaire de Newark, juste après la Première Guerre mondiale. Il se réduisait à une demi-douzaine de rues auxquelles une humeur conquérante avait donné le nom d'amiraux victorieux de la guerre hispano-américaine. Le cinéma du coin s'appelait, lui, le Roosevelt, en hommage au 26e président des États-Unis, lointain cousin de notre FDR. Summit Avenue, notre rue, se trouvait, comme son nom l'indiquait, au sommet de la colline du quartier, un des points culminants de cette ville portuaire qui dépasse rarement 30 mètres d'altitude, au-dessus des marais salants du nord et de l'est, et de la baie profonde complètement à l'est de l'aéroport, cette baie qui longe les réservoirs de pétrole de la péninsule de Bayonne et rejoint la baie de New York pour baigner la Statue de la Liberté et se fondre dans l'Atlantique. Depuis notre chambre, par la fenêtre de derrière, on voyait parfois jusqu'à la ligne d'arbres sombres des Watchung, molle colline au pied duquel s'étendaient de vastes propriétés, des banlieues riches et aérées, aux marches du monde connu, à quelques 12 km de chez nous. Au carrefour suivant, côté sud, on trouvait la banlieue ouvrière de Hillside, dont la population était surtout constituée de non-juifs. Cette frontière marquait le début du comté d'Union, un tout autre New Jersey. Nous étions une famille heureuse en 1940. Mes parents étaient des gens sociables, hospitaliers, qui trouvaient leurs amis parmi les collègues de mon père et les femmes qui avaient, comme ma mère, aidé à monter l'association de parents d'élèves de la toute jeune école de Chancellor Avenue que nous fréquentions mon frère et moi. Tous étaient juifs. Les hommes du quartier travaillaient à leur compte, marchands de bonbons, épiciers, bijoutiers. Ils vendaient des robes, des meubles, tenaient la station-service, la charcuterie cachère. Ils étaient propriétaires de petits ateliers de fabrique sur la ligne de partage entre Newark et Eventon. Ils étaient plombiers, électriciens, peintres ou chauffagistes. D'autres, comme mon père, étaient des pousse-cailloux de la vente qui arpentaient les rues pour démarcher les gens et toucher leurs commissions. Les médecins juifs, les avocats, les commerçants prospères qui avaient de grands magasins en ville habitaient des pavillons individuels dans les rues à l'est de Chancellor Avenue, plus près de Weehawken Park, ses 120 hectares paysagers, ses pelouses, ses bois, son lac où l'on canotait, son parcours de golf, sa piste de course d'attelage séparaient cette partie de Weehawken des usines des zones de fret au bord de la route 27 et du viaduc des chemins de fer de Pennsylvanie. Puis, plus à l'est, de l'aéroport à peine ébauché, et plus à l'est encore, au bord de l'Amérique, des hangars et des docks de la baie de Newark, où l'on déchargeait des denrées venues du monde entier.
Côté ouest, ce côté ouest sans part qui était le nôtre, on trouvait bien un instituteur ou un pharmacien par-ci par-là, mais il n'y avait guère de profession libérale chez nos proches voisins, et sûrement aucune famille d'industriels ou de financiers opulents. Les hommes travaillaient 50, 60, voire 70 heures et plus par semaine. Les femmes travaillaient tout le temps, sans grand équipement ménager pour les décharger des corvées. Elles faisaient la lessive, repassaient les chemises, reprisaient les chaussettes, retournaient les cols, recousaient les boutons, glissaient de la naphtaline dans les lainages, ciraient les meubles, balayaient, passaient la serpillière, faisaient les vitres, récuraient les lavabos, les baignoires, les toilettes, les cuisinières, passaient l'aspirateur sur les tapis, soignaient les malades, faisaient les commissions et la cuisine, nourrissaient la parentèle, mettaient de l'ordre dans les placards, les tiroirs, avec un œil sur les travaux de peinture, l'entretien de la maison. Elle marquait les fêtes religieuses, payait les factures, tenait les comptes du ménage sans perdre de vue les enfants, santé, habillement, scolarité, alimentation, conduite, anniversaire, sans oublier la discipline et la bonne humeur. Quelques-unes trimaient avec leur mari à la boutique familiale, dans les rues commerçantes. Le soir, après l'école, ainsi que le samedi, leurs aînés venaient les aider, livrer la marchandise, tenir le stock et faire le ménage de la boutique. C'était par leur travail que j'identifiais et que je distinguais nos voisins, bien plus que par leur religion. Dans notre quartier, aucun homme ne portait la barbe ou le costume désuet du vieux monde. On ne portait pas davantage la kippa, ni à l'extérieur, ni dans les maisons où j'avais mes entrées chez mes petits camarades. Les adultes ne pratiquaient plus la religion par des signes extérieurs reconnaissables, si tant est qu'ils aient continué de la pratiquer de façon sérieuse, et autour de nous, mis à part des commerçants d'âge mûr comme le tailleur ou le boucher cachère, ou encore quelques vieillards malades ou décrépits contraints d'habiter chez leurs enfants adultes, presque personne n'avait d'accent. En 1940, dans les familles juives du sud-ouest de la plus grande ville du New Jersey, on parlait un anglais américain bien plus proche de celui d'Altoona ou Binghamton que les célèbres dialectes de nos homologues juifs des 5 districts, sur l'autre livre de l'Hudson. Les caractères hébraïques avaient été imprimés au pochoir sur la vitrine du boucher cachère et gravés au fronton des petites synagogues. Mais c'était bien avec le cimetière les seuls endroits où l'on avait l'occasion de rencontrer l'alphabet du livre de prière, plutôt que les lettres familières de la langue maternelle en usage à longueur de temps chez presque tout le monde, pour tout propos imaginable, humble ou noble. Au kiosque à journaux, devant la boutique de bonbons du coin, il y avait 10 fois plus de lecteurs de Waiting Form et de ses conseils pour les turfistes que du Forwest, quotidien en yiddish. Israël n'existait pas encore. En Europe, 6 millions de juifs n'avaient pas encore cessé d'exister. Quant à la lointaine Palestine, sous mandat britannique depuis la dissolution par les alliés des provinces reculées du défunt Empire ottoman en 1918, son importance locale était pour moi un mystère. Lorsque, 1 ou 2 fois par an, un étranger portant la barbe, celui-là, et toujours coiffé de son chapeau, passait le soir pour quêter dans son anglais approximatif des fonds destinés à y établir une nation qui soit la patrie des Juifs, je voyais mal, sans être un enfant ignare, ce qu'il faisait sur notre palier. Nos parents nous donnaient, à Sandy et à moi, quelques pièces à glisser dans sa sébile, largesse surtout inspirée, me disais-je, par la gentillesse et le désir de ne pas blesser ce pauvre vieux qui, les années passant, n'arrivait toujours pas à se mettre dans la tête que nous avions déjà une patrie depuis 3 générations. Tous les matins, à l'école, c'était au drapeau de cette patrie-là que je prêtais allégeance. Je chantais ces merveilles avec mes camarades de classe lors du rassemblement matinal. Je suivais avec zèle les fêtes nationales, sans jamais me demander ce que représentaient pour moi les feux d'artifice du 4 juillet, la dinde de Thanksgiving ou les doubles matchs de Declaration Day. Notre patrie, c'était l'Amérique. Et puis les républicains investirent Lindbergh et tout changea. Pendant près d'une décennie, Lindbergh fut un héros dans notre quartier comme partout ailleurs. Sa traversée de l'Atlantique en solitaire, 33h30 sans escale pour allier Long Island à Paris, aux commandes de son minuscule monoplace, le Spirit of Saint-Louis, coïncidait même avec le jour du printemps 1927 où ma mère s'était découverte enceinte de mon frère aîné. Le jeune aviateur, dont l'audace avait fait palpiter l'Amérique et le monde entier avec elle,
dont l'exploit annonçait des progrès aéronautiques inimaginables, en arriva donc à occuper une niche toute particulière dans la galerie des anecdotes familiales dont l'enfant tisse l'étoffe de sa mythologie personnelle. Le mystère de la grossesse, joint à la prouesse aéronautique, dota ma propre mère d'une aura quasi divine. L'incarnation de son premier enfant s'accompagnait d'une annonciation planétaire. À l'âge de 9 ans, Sandy allait immortaliser la conjonction de ces deux événements grandioses par un dessin, clin d'œil involontaire à l'art de l'affiche soviétique. Il représentait notre mère à des kilomètres de chez nous, parmi une foule joyeuse, au croisement de Broad Street et de Market Street. C'est une frêle jeune femme de 23 ans, à la chevelure sombre, rayonnant de robuste allégresse. Détail curieux, elle est toute seule et porte son tablier de cuisine à fleurs au carrefour le plus animé de la ville. L'une de ses mains repose, doigt écarté, sur le devant du tablier, qui souligne des hanches qu'on croirait adolescentes, tandis que de l'autre, elle est la seule personne de la foule à montrer le Spirit of Saint-Louis, bien visible au-dessus du centre-ville. À cet instant précis, elle comprend que, exploit tout aussi triomphal pour une mortelle que celui de Lindbergh, elle a conçu Sandford Ross. Sandy avait 4 ans, et moi, Philippe, je n'étais pas né lorsqu'en mars 1932, le premier enfant de Charles et Anne Morrow Lindbergh, un garçon dont la naissance 20 mois plus tôt avait plongé le pays dans la liesse, fut enlevé de la nouvelle maison familiale du bourg rural de Hopewell au fin fond du New Jersey. 10 semaines plus tard, meurtre ou accident, le corps en décomposition était retrouvé par hasard dans les bois, à quelques kilomètres de là. À la faveur de l'obscurité, le bébé encore en pyjama avait été arraché de son berceau et transporté par une échelle du 2e étage au moyen d'une échelle de fortune, tandis que sa mère et sa nourrice vaquaient à leur occupation du soir dans une autre partie de la maison. En février 1935, à Flemington dans le New Jersey, Bruno Hauptmann, un Allemand de 35 ans, ancien détenu qui habitait le Bronx avec sa femme, comme lui allemande, fut reconnu coupable de rapt et de meurtre d'enfants. Alors, l'audace du premier pilote à avoir traversé l'Atlantique en solitaire s'auréola d'une douleur qui fit de lui un titan martyr, un peu comme Lincoln. À la suite du procès, les Lindbergh quittèrent temporairement l'Amérique, dans l'espoir de protéger leur 2e enfant du malheur et de retrouver un peu de l'intimité qui leur était si chère. Ils s'installèrent donc dans un petit village anglais, et de là Lindbergh entreprit ses visites privées en Allemagne nazie, ce qui lui vaudrait une image de traître aux yeux de la plupart des Juifs américains. Au cours des 5 voyages qui lui permirent de constater de visu l'ampleur de la machine de guerre allemande, il fut reçu fastueusement par le maréchal Göring, ministre de l'air, et décoré en grande pompe au nom du Führer. Il ne cacha pas la haute estime en laquelle il tenait Hitler, et déclara que l'Allemagne était le pays le plus intéressant au monde, et son leader un grand homme. Admiration et intérêt qui venaient après l'adoption de lois raciales déniant leurs droits civiques et sociaux, ainsi que leur titre de propriété aux Juifs allemands, annulant leur citoyenneté et leur interdisant le mariage avec les Aryens. Lorsque j'entrai à l'école en 1938, le nom de Lindbergh soulevait chez nous la même indignation que l'émission de radio dominicale du père Couglin. Prêtre de Détroit, rédacteur en chef d'un hebdomadaire d'extrême droite, Social Justice, dont l'antisémitisme virulent enflammait un lectorat non négligeable en ces temps de crise économique. En novembre 1938, l'année la plus noire, la plus funeste pour les Juifs d'Europe depuis 18 siècles, le plus terrible pogrom de l'histoire moderne, la nuit de cristal fut déchaînée par les nazis dans toute l'Allemagne. Des synagogues furent réduites en cendres, les domiciles et les commerces des Juifs démolis, et, en cette nuit qui enfantait les monstres de l'avenir, des Juifs furent arrachés à leurs maisons et déportés dans des camps de concentration. On représenta à Lindbergh qu'après cette barbarie sans précédent perpétrée par un État contre les enfants de son propre sol, il pourrait peut-être rendre la croix d'or aux 4 swastikas que la maréchal Göring lui avait remises au nom de Hitler. Mais il refusa, arguant
que restituer publiquement la croix de l'ordre de l'Aigle allemand ne serait qu'un camouflet gratuit au régime nazi. Lindbergh fut le premier Américain vivant célèbre que j'appris à détester, comme le président Roosevelt était le premier Américain vivant célèbre qu'on m'apprit à aimer. Voilà pourquoi, lorsqu'en 1940, les républicains investirent comme adversaire de Roosevelt, ce fut le premier coup de boutoir contre l'immense capital de sécurité personnelle que j'avais tenu pour acquis, moi, l'enfant américain de parents américains qui fréquentait l'école américaine dans une ville américaine, dans une Amérique en paix avec le monde. La seule menace comparable était survenue 13 mois auparavant. Mon père, qui travaillait pour la Metropolitan Life à son agence de Newark, parvenait régulièrement à faire du chiffre même au plus noir de la crise, et il se vit offrir une promotion, directeur adjoint du personnel de l'agence d'Union, à une dizaine de kilomètres de chez nous, dans une ville dont je savais seulement qu'elle possédait un drive-in et où l'on pouvait voir des films, y compris les jours de pluie. La compagnie d'assurance souhaitait l'y installer avec sa famille s'il prenait le poste, directeur adjoint du personnel. Il pourrait rapidement prétendre un salaire de 75 $ par semaine, puis 100 dans les années qui suivraient. Une fortune pour des gens ayant nos perspectives d'avenir en 1939. Par ailleurs, puisqu'en ces années de crise on pouvait avoir sur place un pavillon individuel pour quelques milliers de dollars seulement, mon père serait en mesure de réaliser une ambition qu'il avait nourrie pour avoir grandi sans le sou dans des immeubles de rapport de Newark, devenir propriétaire en Amérique. La fierté du propriétaire était une de ses formules favorites. Elle recouvrait une idée aussi réelle que le pain pour un homme ayant de telles origines, une idée qui n'avait rien à voir avec la compétition sociale ou les signes extérieurs de richesse, mais qui était liée à son statut d'homme, soutien de famille. Seule ombre au tableau, Union comme Hillside étaient des banlieues ouvrières non juives. Mon père serait sans doute le seul juif d'une agence de 35 personnes, ma mère la seule juive de la rue, mon frère et Sandy et moi les seuls petits juifs de l'école. Le samedi qui suivit cette offre de promotion qui se traduirait surtout par une petite marge de sécurité financière bienvenue pour la famille en cette période de crise, nous partîmes tous quatre faire un tour à Union après le déjeuner. Une fois sur place, nous longeâmes les rues résidentielles avec un œil sur les maisons à étages, pas toutes semblables, certes, mais chacune avec son perron de briques, sa porte moustiquaire, sa pelouse tondue avec soin et ses arbustes, son allée de gravier menant au garage prévu pour une seule voiture, des maisons bien modestes, mais tout de même plus spacieuses que notre 4 pièces, et qui ressemblaient beaucoup aux maisonnettes blanches vues dans des films sur l'Amérique profonde, l'Amérique originelle. Mais, une fois sur place, notre allégresse naïve à l'idée d'accéder au statut de propriétaire céda bientôt, comme il était assez prévisible, à des spéculations sur la profondeur de la charité chrétienne. Ma mère, si énergique d'ordinaire, répondit « Qu'est-ce que tu en penses, Bess ?» de mon père, avec un enthousiasme que même un enfant devinait fin. Et malgré mon jeune âge, je compris pourquoi. Elle pensait. Les gens diront, c'est la maison des Juifs. J'aurais l'impression d'être revenu à Elizabeth. Elizabeth, où ma mère avait grandi dans l'appartement au-dessus de l'épicerie paternelle, était un port industriel du New Jersey, grand comme le quart de Newark, fief d'une classe ouvrière irlandaise, avec ses politiciens et le réseau serré de sa vie paroissiale gravitant autour de ses nombreuses églises. Je n'avais jamais entendu ma mère se plaindre d'avoir subi des primates caractérisés dans son jeune temps, mais il lui avait tout de même fallu attendre de s'installer au moment de son mariage dans le nouveau quartier juif de Newark pour prendre de l'assurance. Là, elle était d'abord devenue membre actif de l'association de parents d'élèves, puis vice-présidente chargée de monter le club des parents d'élèves en maternelle, et enfin présidente de l'association. À ce titre, après avoir assisté à une conférence sur la paralysie infantile à Trenton, elle avait lancé l'idée du bal annuel au profit des petits polios le 30 janvier, anniversaire du président Roosevelt, idée qui lui fut reprise par la plupart des écoles de la ville. Au printemps 1939, avec ses idées progressistes, elle en était déjà à sa 2e année de gestion réussie,
et soutenait un jeune professeur de sociologie qui préconisait l'introduction de méthodes audiovisuelles à l'école de Chancellor Avenue. Comment ne pas s'en sentir dépouillée de tout ce qu'elle avait conquis en tant qu'épouse et mère de Summit Avenue? Si nous avions la chance d'emménager dans une maison à nous dans n'importe laquelle de ces rues d'Union, que nous découvrions au printemps sous leurs meilleurs jours, non seulement elle perdrait son statut pour retomber à celui de fille d'épicier juif émigrée dans une ville irlandaise catholique, mais, pis encore, Sandy et moi serions obligés de subir les handicaps qui avaient été ceux de sa jeunesse de marginal dans son quartier. Malgré la contrariété de ma mère, mon père déploya tous ses efforts pour maintenir notre morale. Elle fit observer à quel point tout paraissait propre et bien tenu. Il nous rappela, à Sandy et à moi, que si nous habitions l'une de ces maisons, nous n'aurions plus à partager la même petite chambre et la même penderie. Il nous expliqua qu'il valait beaucoup mieux rembourser un prêt que payer un loyer, mais ces rudiments d'économie domestique furent interrompus assez brusquement, car il dut s'arrêter à un feu rouge devant un débit de boissons aux allures de jardin qui dominait le carrefour. On y avait installé des tables de pique-nique vertes à l'ombre des frondaisons, et, en ce samedi après-midi ensoleillé, des serveurs en veste blanche à galons dorés passaient prestement, tenant en équilibre des plateaux chargés de bouteilles, pichets et assiettes, tandis qu'à chaque table, des hommes de tout âge fumaient la cigarette, la pipe, le cigare, en buvant dans de grands verres et des chopes de grès. Il y avait de la musique, aussi, de l'accordéon, joué par un petit homme corpulent en short, chaussettes hautes et chapeau tyrolien orné d'une longue plume. « Ah, les fils de pute, dit mon père, les salauds de fascistes. » Là-dessus, le feu passa au vert et nous roulâmes en silence pour aller voir l'immeuble de l'agence, où on allait lui donner une chance de gagner plus de 50$ par semaine. Ce fut mon frère qui, une fois au lit ce soir-là, m'expliqua pourquoi mon père était sorti de ses gonds au point de dire des gros mots devant ses enfants. Cette joyeuse terrasse, à l'ambiance familiale, en plein centre-ville, était une guinguette bavaroise, établissement qui n'était pas sans lien avec le Bund germano-américain, lequel n'était pas sans lien avec Hitler. Hitler qui, inutile de me le dire, avait tous les liens possibles avec les persécutions contre les Juifs. Cette ivresse de l'antisémitisme. Voilà donc, me dis-je, ce qu'ils buvaient de si bon cœur sur leur terrasse ce jour-là. Comme les nazis sous toutes les latitudes, des litres et des litres d'antisémitisme, remède à tous les maux. Mon père dut prendre une matinée de congé pour se rendre à l'agence mère de New York, gratte-ciel coiffé d'un phare que sa compagnie d'assurance appelait fièrement la lumière qui jamais ne faiblit, et annoncer au chef de toutes les agences qu'il ne pouvait accepter cette promotion tant désirée. « C'est ma faute, déclara ma mère, lorsque le soir même au dîner, il se mit à raconter ce qui ressortait de son entretien au 18e étage du 1 Madison Avenue. « C'est la faute de personne, dit mon père. Je t'avais expliqué avant de partir ce que je comptais lui dire. J'y suis allé, je lui ai dit, et voilà. On n'ira pas à Union, les garçons, on va rester ici. »« Qu'est-ce qu'il a fait » demanda ma mère. « Il m'a écouté jusqu'au bout. Et puis après, il s'est levé et il m'a serré la main. Il n'a rien dit ? Il a dit « Bonne chance, Rose ». Il était fâché. Hatcher était un monsieur de la vieille école, un grand gaillard de Goy, 1m80, un physique d'acteur, 60 ans et frais comme un gardon. C'est des décideurs, ces types-là, Bess. Ils ne vont pas perdre leur temps à en vouloir à quelqu'un comme moi. « Et maintenant alors ?» demanda-t-elle, comme si les conséquences de cet entretien avec Hatcher ne pouvant être favorables risquaient d'être funestes. Je croyais comprendre pourquoi. Rien n'est impossible à qui s'applique, tel était l'axiome que nos parents, l'un comme l'autre, nous avaient inculqué. Le soir à table, mon père se plaisait à le rappeler à ses petits garçons. « Si on te demande, ce travail, tu saurais le faire, tu crois que tu vas y arriver ? Réponds, mais bien sûr. Le temps qu'on découvre que tu ne sais pas, tu auras déjà appris et la place tu l'auras. Qui sait, ce sera peut-être la chance de ta vie. » Pourtant à New York, il s'était bien gardé d'appliquer ce principe. « Qu'est-ce qu'il a dit le patron ?» demanda ma mère. Celui que nous nommions le patron était Sam Peterfreund, le directeur de mon père à l'agence de Newark. À cette époque,
où l'on imposait sans le dire des quotas pour limiter de façon draconienne l'accès des Juifs à l'université et aux grandes écoles, où une discrimination incontestée leur interdisait toute promotion significative dans les grandes firmes et où ils étaient exclus de milliers de cercles et d'institutions, Peter Freund faisait partie des rares pionniers juifs à occuper un poste de directeur chez Metropolitan Life. C'est lui qui a proposé ton nom, dit ma mère. Comment il réagit? Tu sais ce qu'il m'a dit quand je suis rentré? Tu sais ce qu'il m'a raconté sur l'agence d'Union? C'est une bande de poivreaux. Ils sont connus pour ça. Avant, il n'avait pas voulu m'influencer. Il n'aurait pas voulu s'interposer si j'en avais eu besoin de ce poste. Il est bien connu que les agents bossent 2 heures le matin et qu'ils passent le reste du temps à la taverne, quand c'est pas pire. Alors j'étais censé débarquer, moi, le nouveau juif, le grand patron tout neuf, tout pimpant, pour qui ces goyim mouraient d'envie de bosser. J'étais censé aller les récupérer quand ils auraient roulé sous la table au bistrot. J'étais censé aller les chercher pour leur rappeler à leurs devoirs envers leurs femmes et leurs enfants. Tu parles d'un service que je leur aurais rendu. Ils m'auraient adoré. Tu imagines les noms d'oiseaux qu'ils m'auraient donnés derrière mon dos? Non, je suis mieux où je suis. Ça vaut mieux pour nous tous. Mais qu'est-ce que la compagnie peut te mettre à la porte pour avoir refusé cette promotion? Chérie, j'ai fait ce que j'ai fait, point final. Mais elle ne crut pas que le patron ait prononcé les paroles qu'il rapportait. Elle se dit qu'il inventait tout ça pour ne pas qu'elle s'accuse de lui avoir fait rater la chance de sa vie en refusant d'installer ses enfants dans une banlieue non juive, un repère de bandits germano-américains. En avril 1939, les Lindbergh rentrèrent en Amérique pour y reprendre leur vie de famille. Quelques mois plus tard seulement, en septembre, après avoir annexé l'Autriche et soumis la Tchécoslovaquie, Hitler envahissait et conquérait la Pologne. Alors, la France et l'Angleterre réagirent en déclarant la guerre à l'Allemagne. Entre-temps, Lindbergh avait reçu un poste de colonel dans l'armée de l'air et il s'était mis à sillonner le pays au nom du gouvernement. Il faisait du lobbying pour le développement de l'aviation américaine, l'expansion et la modernisation de l'armée de l'air. Lorsque, sur sa lancée, Hitler occupa le Danemark, la Norvège, la Hollande et la Belgique et faillit bien anéantir la France, la deuxième grande guerre européenne du siècle était en route et le colonel de l'armée de l'air devint l'idole des isolationnismes et l'ennemi de Franklin Roosevelt, en se donnant pour nouvelle mission d'empêcher l'Amérique de se laisser entraîner dans le conflit ou de proposer d'aider en quelque façon les Anglais ou les Français. Il régnait déjà une forte animosité entre lui et Roosevelt. Mais, comme il déclarait désormais ouvertement devant de vastes assemblées à la radio et dans des magazines populaires que, sous couvert de promesses de paix, le président leurrait le pays tout en ourdissant secrètement des plans pour le faire entrer dans le conflit armé, on commença à dire haut et fort chez les républicains qu'il avait assez de charisme pour interdire un 3e mandat au va-t-en-guerre de la Maison-Blanche. Plus Roosevelt, soucieux d'empêcher une défaite britannique, faisait pression sur le Congrès pour lever l'embargo sur les armes et assouplir la contrainte de neutralité, plus Lindbergh devenait explicite. Il finit par prononcer, devant une salle pleine de partisans enthousiastes à Des Moines, le fameux discours radiodiffusé où il désigna parmi les principaux groupes qui poussaient le pays à la guerre, un groupe qui ne constituait même pas 3% de la population et qu'il nommait tantôt le peuple juif, tantôt la race juive. Mais aucun homme doté d'honnêteté et de clairvoyance, disait-il, ne peut considérer leur politique belliciste ici et maintenant sans en voir les dangers, pour eux comme pour nous. À quoi il ajoutait avec une franchise remarquable. Quelques juifs clairvoyants le comprennent et sont opposés à une intervention. Mais ce n'est toujours pas le cas de la majorité d'entre eux. On ne saurait leur reprocher de veiller sur ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts, mais nous devons aussi veiller sur les nôtres. Nous ne pouvons laisser les passions naturelles et les préjugés d'autres peuples mener notre pays à la ruine. Le lendemain, ces accusations qui lui avaient valu une ovation dans l'Iowa lui attirèrent les foudres de la presse libérale, de l'attaché de presse de Roosevelt, des agences et des organismes juifs, et même au sein du parti républicain, celle du gouverneur Dewey et de l'avocat général pour les services près de Wall Street, Wendell Willkie, tous deux présidentiables. Certains membres de l'équipe démocrate, tels le président de l'Intérieur Harold Hicks,
le critiquèrent si sévèrement que Lindbergh préféra démissionner de son poste de colonel de réserve plutôt que de servir sous les ordres de FDR, chef des armées. Mais l'organisation America First, ou l'Amérique d'abord, qui, de tous les organismes militants contre l'intervention avait la base la plus vaste, continua de le soutenir et il demeura le prosélyte la plus populaire de ses arguments en faveur de la neutralité. Beaucoup de membres de cette association croyaient dur comme fer et au mépris des faits que, comme le soutenait Lindbergh, les Juifs constituaient un danger majeur en raison de leurs capitaux et de leur influence dans l'industrie du cinéma, la presse, la radio et au gouvernement. Lorsque, dans ses écrits, Lindbergh faisait fièrement état du sang européen qui était notre héritage, lorsqu'il mettait ses concitoyens en garde contre sa dilution par des races étrangères et son infiltration par un sang inférieur, autant de formules qu'on retrouve dans les entrées de ses journaux intimes de l'époque, il consignait là des convictions personnelles partagées par une proportion considérable de membres lambda de l'organisation America First, ainsi que par un électorat virulent dont l'ampleur dépassait largement les inquiétudes d'un juif comme mon père, avec toute sa haine de l'antisémitisme, ou d'une juive comme ma mère, avec sa méfiance invétérée vis-à-vis des chrétiens. La Convention républicaine de 1940. En ce soir du jeudi 27 juin, quand mon frère et moi nous endormons, la radio est encore allumée dans le séjour de mon père, notre mère et notre cousin Alvin, qui est plus âgé que nous, suivent tous trois les tours de scrutin en direct de Philadelphie. Au 6e tour, les républicains n'ont toujours pas investi leur candidat. Aucun délégué n'a prononcé le nom de Lindbergh, et celui-ci, retenu par un congrès d'ingénieurs dans une usine de Midwest où il est consultant pour les plans d'un nouvel avion de guerre, n'est ni présent ni attendu. Lorsque Sandy et moi sommes allés nous coucher, la convention demeurait divisée entre Dewey, Willkie et deux puissants sénateurs, Vandenberg du Michigan et Taft de l'Ohio. Il ne semblait pas qu'une négociation en sous-main soit conclue entre les gros bonnets du parti, comme l'ancien président Hoover, délogé de ses fonctions en 1932 par la victoire écrasante de Franklin Delano Roosevelt, ou le gouverneur Alf London, à qui FDR avait déjà infligé une défaite plus cuisante encore 4 ans plus tard, lors du plus fort raz-de-marée électoral de l'histoire. C'est le premier soir moite de l'été, et on a laissé les fenêtres ouvertes dans toutes les pièces. Sandy et moi ne pouvons nous empêcher de continuer à écouter, depuis notre lit, la suite des événements que diffuse, outre la radio du séjour, celle du voisin de dessous, et même, car l'allée qui sépare les maisons est tout juste assez large pour laisser passer une voiture, celle des voisins de gauche, de droite et d'en face. Comme cela se passe souvent avant que les climatiseurs installés sous les fenêtres ne couvrent les bruits du quartier par les soirs tropicaux, l'émission plane de tous côtés de tout le pâté de maisons délimité par le Keir Street et Chancellor Avenue, un pâté de maisons où l'on ne trouverait pas un seul républicain, ni dans les quelques 30 pavillons à 3 logements, ni dans le petit immeuble neuf au coin de l'avenue. Dans des rues comme la nôtre, les Juifs ont voté démocrate sans hésiter, tant que FDR est resté tête de liste. Mais nous ne sommes que des gosses et le sommeil nous gagne. Nous ne serions sans doute pas réveillés avant le matin sans l'entrée impromptue de Lindbergh sur les planches de la Convention à 3h18, alors que les républicains étaient dans l'impasse au 20e tour. Le beau héros, grand, mince, agile, athlétique, même pas quadragénaire, a gardé sa combinaison d'aviateur car il vient de poser son appareil à l'aéroport de Philadelphie quelques minutes plus tôt. À sa vue, une vague d'enthousiasme rédempteur ragaillardit les républicains. Ils se lèvent d'un bond pour crier « Lindy, Lindy, Lindy » pendant 30 minutes de triomphe, le tout sans être interrompu par le président de séance. Ce drame pseudo-religieux n'offre que les dehors de la spontanéité. Son exécution a été ourdie en coulisses par le sénateur Gerald P. Nye du Dakota du Nord, isolationniste d'extrême droite qui propose illico l'investiture de Charles Lindbergh de Little Falls, Minnesota, proposition aussi soutenue par les deux membres du Congrès les plus réactionnaires, le député Torkelson du Montana et le député Mount du Dakota du Sud. C'est ainsi qu'à 4 heures du matin,
le vendredi 28 juin, le parti républicain investit par acclamation le candidat nationaliste qui a préféré dénoncer les Juifs aux auditeurs de toute la nation comme d'autres peuples usant de leur influence énorme pour mener le pays à la destruction, au lieu de reconnaître en eux une toute petite minorité de citoyens écrasés en nombre par leurs compatriotes chrétiens, des Juifs que, toute exception, le préjugé religieux exclut de la sphère publique et qui ne sont certes pas moins loyaux envers la démocratie américaine qu'un admirateur d'Adolf Hitler. Non, voici le mot qui nous tire du sommeil. Un non crié par une voix mâle dans toutes les maisons du coin. Impossible. Pas comme candidat à la présidence des États-Unis. En quelques secondes, mon frère et moi nous retrouvons devant la radio avec le reste de la famille qui oublie de nous dire de nous recoucher. Malgré la chaleur, ma pudique mère a passé un peignoir sur sa chemise de nuit transparente. Elle a été tirée de son sommeil par le bruit, elle aussi, et elle est assise sur le canapé à côté de mon père, une main sur les lèvres comme pour réprimer une nausée. Pendant ce temps, mon cousin Alvin, incapable de se tenir en place, arpente cette pièce de 6 mètres sur 4 avec une énergie de héros vengeur en train de fouiller la ville pour trouver ou précipiter ses foudres. La colère de cette nuit-là est une vraie forge rugissante, un haut fourneau qui vous happe et vous tord comme de l'acier. Et elle ne va pas retomber, tant s'en faut, lorsque Lindbergh, monté en silence à la tribune de Philadelphie, s'entend à nouveau ovationner en sauveur de la nation, ni lorsqu'il fait son discours d'investiture, acceptant du même coup la mission de maintenir l'Amérique hors du conflit européen. Nous attendions tous avec terreur qu'il répète à la Convention ses calomnies perfides sur les Juifs, mais il n'en a fait rien. Cela ne remonte pas pour autant le moral des familles du voisinage qui sortent tous sans exception de la rue à 5 heures du matin. Des familles entières que je n'ai jusque-là connues que de jour, toutes habillées, et que je vois subitement en pyjama et chemise de nuit sous leur peignoir de bain, en train de se répandre dans la rue en pantoufles, comme chassées de chez elles, dirait-on, par un tremblement de terre. Mais le choc le plus grand pour l'enfant que je suis, c'est la colère de ces hommes que je connais comme de joyeux kibbitzers, ou des hommes de devoir taciturnes, qui font bouillir la marmite, qui passent leur journée à déboucher des tuyauteries, réparer des chaudières ou vendre des pommes au kilo pour rentrer le soir, lire le journal et s'endormir dans le fauteuil du salon, des gens bien ordinaires, juifs par hasard, en train de vitupérer dans la rue et de dire des gros mots au mépris des convenances, brutalement renvoyés qu'ils sont au misérable combat dont ils croyaient leur famille libérée par l'immigration providentielle de la génération précédente. Le fait que Lindbergh n'ait pas parlé des Juifs dans son discours d'investiture pouvait être de bon augure, me disais-je, signe qu'il avait été rappelé à l'ordre par le tollé qui l'avait contraint à abandonner son poste dans l'armée, ou bien qu'il avait changé d'avis depuis le discours de Des Moines, voire qu'il nous avait déjà oubliés, ou enfin que, en son fort intérieur, il savait notre sort indissociable de celui de l'Amérique. Car si les Irlandais demeuraient attachés à l'Irlande, les Polonais à la Pologne et les Italiens à l'Italie, nous n'avions conservé aucun lien, sentimental ou autre, avec les pays du Vieux Monde, où nous n'avions jamais été bien accueillis et n'avions nulle intention de retourner jamais. Si j'avais pu formuler explicitement ce que ce moment signifiait, voilà sans doute ce que j'aurais dit. Mais les hommes descendus dans la rue tenaient un tout autre raisonnement. Pour eux, le fait que Lindbergh n'ait pas parlé des Juifs s'inscrivait dans une campagne de perfidie destinée à nous faire taire pour mieux nous prendre par surprise. « Hitler en Amérique !» criaient nos voisins. « Le fascisme en Amérique ! Des SS en Amérique !» Après cette nuit blanche, nos aînés en plein désarroi imaginaient tout et le reste et ne se privèrent pas de le dire à haute et intelligible voix, au risque d'être entendus de tous avant de rentrer chez eux, en ordre dispersé, tandis que les radios continuaient à brailler, les hommes pour se raser, s'habiller et avaler une tasse de café avant de partir au travail, les femmes pour habiller leurs enfants, leur faire le petit déjeuner et les préparer. Lorsque Roosevelt apprit qu'il aurait pour adversaire Lindbergh et non un sénateur de la stature de Taft, un ancien procureur aussi agressif que Dewey ou un avocat de haut vol à la beauté lisse comme Wilkie, il réagit avec une vigueur qui remonta le moral de tous. Tiré de son lit à la Maison-Blanche, sur les 4 heures du matin, il aurait prédit
Quand tout cela sera fini, ce jeune homme va regretter non seulement d'être entré en politique, mais même d'avoir appris à piloter. Sur quoi il se serait rendormi profondément, telle fut du moins l'histoire qui nous réconforta si bien le lendemain. Mais dans la rue, où il n'était question que de cet affront d'une injustice flagrante qui représentait une telle menace pour notre sécurité, les gens avaient curieusement oublié FDR, notre rempart contre l'oppression. À elle seule, l'investiture surprise de Lindbergh avait suffi à réveiller la hantise atavique de n'avoir aucun défenseur, hantise bien davantage inspirée par l'attitude de Kishinev pendant les pogroms de 1903 que par la situation dans le New Jersey 37 ans plus tard. Du coup, on avait oublié que Roosevelt avait nommé Félix Frankfurter à la Cour suprême, Henry Morgenthau aux finances, en choisissant pour proche conseiller le financier Bernard Baruch. On avait oublié Mrs. Roosevelt X et le vice-président Wallace, qui, comme le président lui-même, étaient connus pour être les amis des Juifs. Il y avait Roosevelt, il y avait la Constitution des États-Unis, il y avait les droits civiques, il y avait les journaux, la presse américaine. Le New York Evening News lui-même, pourtant républicain, publia un éditorial où il rappelait à ses lecteurs le discours de Des Moines pour contester publiquement la sagesse de cette investiture. Quant à PM, nouveau tabloïd new-yorkais gauchiste à 25 cents qui avait pour slogan « PM est contre tous ceux qui malmènent les autres », et que mon père rapportait désormais du travail avec le New York News, il s'en prenait aux républicains dans toutes ses colonnes. Long éditorial, faits divers, articles variés au fil de ces 32 pages. Il y avait même un papier hostile à Lindbergh en page des sports dirigé par Tom Meany et Joe Kumiski. Une photo de la médaille nazie décernée à l'aviateur s'étalait en première page, et dans les pages Images du jour, où le journal se vantait de publier des photos provocatrices censurées ailleurs, foule en plein lynchage, tolards boulés aux pieds, briseurs de grève armés de matraques, conditions de détention inhumaines dans les pénitenciers américains, on voyait le candidat des républicains en tournée dans l'Allemagne nazie en 1938, le clou de ce spectacle étant une photo pleine page de lui, avec l'infâme médaille autour du cou, en train de serrer la main de Hermann Göring, le chef nazi, le second d'Hitler. Le dimanche soir, il nous fallut attendre la fin de comédie radiophonique à 9h pour entendre Walter Winchell. Lorsqu'il arriva sur les ondes et se mit en devoir de dire ce que nous espérions, avec tout le dédain que nous souhaitions, une ovation s'éleva de l'appartement d'en face. On aurait dit que le chroniqueur enfermé dans un studio sur l'autre rive du gouffre de l'Hudson se battait à nos côtés, comme un beau diable, cravate défaite, col ouvert, son grand feutre en arrière, et qu'il vilipendait Lindbergh depuis un micro posé sur la toile cirée de la table de cuisine chez nos voisins.